Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir le député socialiste et ancien président de la République François Hollande, ainsi que l'écrivain et essayiste François-Olivier Gisbert. Une fois n'est pas coutume, nous parlerons de la gauche. Quel est son bilan dans l'histoire? Quel est son avenir? Existe-t-il encore une place pour la gauche réformiste face à la gauche radicale? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, François Hollande et François-Olivier Gisbert. François Hollande, François-Olivier Gisbert, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes ancien président de la République, François Hollande, député socialiste, mais nous vous recevons ici en tant qu'écrivain et historien, puisque vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de paraître aux éditions Perrin, Le défi de gouverner, la gauche et le pouvoir, de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. Et François-Olivier Gisbert, vous êtes auteur d'une monumentale histoire intime de la Ve République. On en est au 3e tome, tragédie française dans lequel vous faites notamment le bilan du mandat de François Hollande. J'aimerais commencer, François Hollande, puisque le thème de l'émission est sur la gauche, son histoire, dont vous retracez le fil à l'intérieur dans votre livre, mais tout simplement vous demander quelle est votre définition de la gauche, qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui ? La gauche a une histoire, et cette histoire est celle de liberté conquise. Je pense que ça a été son premier mouvement, avant même qu'elle ne s'intéresse à la question sociale. C'était de faire accoucher la République de liberté fondamentale. C'est pour ça que l'affaire Dreyfus est un moment tout à fait décisif dans l'histoire de la gauche. Ensuite, ce qui reste encore la force de la gauche, c'est de vouloir répartir différemment les richesses quand elles sont créées et le pouvoir au sein même de la République et au-delà même du pouvoir politique, le pouvoir dans l'entreprise ou le pouvoir dans la société. C'est cette volonté d'égalité qui définit sans doute le mieux la gauche, dès lors qu'elle s'est assise, au sens le meilleur, sur le principe de liberté. François-Olivier Gisbert, quelle est votre définition à vous de la gauche? Vous avez coutume de dire que vous êtes de droite, ni tout à fait à gauche, ni tout à fait à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un sens, le clivage droite-gauche? Plus vraiment, parce qu'on voit très bien que nous sommes condamnés aujourd'hui aux 3 blocs. Mais ces 3 blocs, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de possibilité pour le pays d'avancer. Donc je pense qu'à un moment donné, on reviendra, comme dans toutes les démocraties, quand elles fonctionnent bien, à un système gauche-droite, avec une alternance. Alors, la gauche, je dirais plutôt, c'est la redistribution, et la droite, la production. En gros, c'est un résumé, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il arrive que la droite redistribue beaucoup, et il arrive aussi que la gauche se préoccupe de production. Mais ce qui est important dans la définition de la gauche, c'est qu'elle est en train de changer. C'est-à-dire que nous avions un ami commun, François Hollande et moi, qui était Jacques Julliard, et qui disait justement pourquoi est-ce que la gauche... Il avait écrit un livre qui s'appelle quand la gauche dépose le bilan. Et dans ce livre, il disait mais pourquoi est-ce que la gauche a abandonné à l'extrême droite des valeurs qui étaient des valeurs de gauche? Il citait notamment l'identité et la sécurité. Moi, je pourrais dire aussi le travail. La laïcité, tout ça a été abandonné, et aujourd'hui on ne sait plus du tout ce qu'est la gauche. Et d'ailleurs c'est le travail qu'a essayé de faire François Hollande avec son livre Le défi de gouverner, c'est que je pense que la gauche doit se repenser, et elle a voulu abandonner la social-démocratie, mais elle ne l'a remplacée par rien d'autre. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui un groupe absolument grotesque à l'Assemblée nationale qui s'appelle le Nouveau Front Populaire,
composé d'escrologistes islamo-gauchistes, de LFistes complètement déjantés, zadifiés, je dirais, et puis enfin de bons sociodémocrates, mais qui sont là, qui comptent un peu les points. Et si vous voulez, c'est ça, aujourd'hui, il y a un travail énorme de reconstruction sur de nouvelles bases, puisque, comme on l'a dit, je pense que elle est totalement à redéfinir la gauche, et peut-être il faudrait revenir à la définition de la gauche passée, celle qu'a esquissée d'ailleurs François Hollande, c'est-à-dire une sorte de retour en arrière, relire Jaurès, relire les classiques et essayer de refaire cette gauche à partir de ses bases. On va relire Jaurès et on va même repartir de l'affaire Dreyfus, mais puisque vous avez lancé le débat, François Hollande, vous avez l'impression de compter les points à l'intérieur du nouveau Front populaire ? Faudrait-il encore qu'il y ait des points. Non, il ne s'agit pas de ça. Il est plus dur que moi. Il s'agit de savoir si la gauche, dans l'état où elle est, c'est-à-dire qu'elle est depuis 7 ans dominée par une aile plus radicale, alors que c'était jusqu'à récemment, 2017, l'aile réformiste, socialiste, social-démocrate, qui était influente, déterminante et donc dominante et qui permettait l'accès au pouvoir. Si François Mitterrand n'avait pas pris le dessus sur Georges Marchais et le Parti communiste, il n'y aurait pas eu la victoire de 1981. Si Lionel Jospin n'avait pas, avec la gauche plurielle, montré que c'était le bloc, à l'époque, socialiste qui était le plus important, et si moi-même, face à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il était déjà là en 2012, je n'avais pas fait le résultat qui a été le mien, c'est-à-dire 28% au premier tour, face à Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas eu de victoire. La gauche radicale, quoi qu'on en pense, et il y a beaucoup à dire, elle n'est pas en état de pouvoir devenir majoritaire dans un pays comme le nôtre, d'ailleurs dans n'importe quel pays européen, sauf aller dans des pays très lointains comme le Venezuela. Il y a quand même un peu de chance qu'un parti qui s'intitule de la gauche radicale puisse arriver au pouvoir. Mais la social-démocratie doit se définir, parce qu'elle ne peut pas être simplement une gauche contre la droite ou une gauche contre l'aile radicale. Elle doit apparaître pour ce qu'elle peut offrir au pays. Alors je reviens à ce que disait Franz-Olivier Gisbert sur les défis que la gauche doit relever. Parce que si on restait à ce qu'était déjà chez Jaurès la passion de la liberté, mais aussi l'appropriation de l'économie privée, parce qu'il y avait quand même ça chez Jaurès. Le travail. Et le travail. On n'est pas en face des réalités d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est un monde qui est extrêmement menaçant et qui justifie qu'il y ait des alliances, qu'il y ait des coalitions, y compris avec les États-Unis, si tant est que les États-Unis veulent encore s'allier avec nous. Il y a une lutte contre le terrorisme islamiste, telle que j'ai menée, et qui suppose d'avoir des lois qui permettent d'y faire face. Et c'est en ce sens que Julliard nous rappelait que si une partie des classes populaires ont glissé, parce qu'elles ont glissé, pourquoi il y a une tripolarisation ? C'est parce qu'une partie de l'électorat de droite est allée vers l'extrême droite pour des raisons qui tiennent sans doute à la question migratoire, mais il y a aussi une partie de l'électorat populaire, ouvriers, employés, de ceux qui travaillent, qui sont allés vers l'extrême droite, parce qu'il y avait le sentiment d'abandon, que la réalité que ces classes vivent n'était pas prise en compte par la gauche, notamment sur les questions de sécurité. Donc c'est pour toutes ces raisons et d'identité, c'est-à-dire qui sommes-nous, où allons-nous, est-ce que la nation a un sens ? Parce qu'il n'y a pas de socialisme sans la nation. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Le socialisme, c'est un internationalisme. Nous devons être ouverts, l'Europe doit faire partie de notre perspective, mais nous devons à chaque fois donner à la nation son sens. Et ici en France, le socialisme ne se construit pas à partir d'un syndicalisme, il ne se construit pas même à partir de la classe ouvrière, Jaurès, Blum, Mitterrand, Jospin, moi-même, il se construit à partir de la République. Et donc c'est un socialisme éminemment républicain qui peut donner le sens à une opinion qui est quand même aujourd'hui très malheureuse. Elle est malheureuse. Ce qui se passe en France rend malheureux parce que c'est vrai que la bipolarisation gauche-droite donnait une forme de sécurité et deuxièmement, le clivage qui pouvait exister donnait une forme de culture politique. Et aujourd'hui, il y a une espèce de défaillance idéologique qui fait que l'opinion, les citoyens se sentent désemparés. Et la situation politique d'aujourd'hui renforce ce sentiment.
On reviendra sur ces questions-là, notamment, vous avez dit que la gauche se construisait à partir de la nation sur le rapport de la gauche à l'Europe. Mais d'abord, prenons votre livre et plongeons un peu dans le passé et revenons aux racines de la gauche pour ensuite parler du présent. Vous dites que le moment le plus important pour la gauche, où tout commence, c'est l'affaire Dreyfus. Pourquoi est-ce que c'est un tournant ? C'est un tournant parce que se révèlent deux gauches. Une gauche plus radicale, plus insurrectionnelle si l'on veut, plus exigeante, qui dit non, le combat majeur, c'est le combat pour le prolétariat, pour la lutte contre les inégalités les plus criantes. Et le cas de Dreyfus, ce capitaine peut-être innocent, juif, ne nous intéresse pas, ne peut pas être un sujet de mobilisation. Ça, c'est Jules Guesde qui porte cette thèse. Et puis, à côté ou en face, il y a Jean Jaurès qui dit, sans doute, il y a encore tellement à faire sur le plan de la libération des travailleurs, mais là, il y a une humanité souffrante qui est l'innocence de Jaurès. Et tout doit être concentré à ce moment-là vers la proclamation, la recherche de l'innocence et donc de la lutte pour la justice. Et à ce moment-là, je pense que c'est un moment décisif, la question se pose, faut-il gouverner ou ne pas gouverner ? Faut-il participer à une équipe, qui est celle de Waldeck-Rousseau, grand républicain, qui dit écoutez, nous, on va essayer de régler la grande question qui nous divise, et un socialiste est appelé à venir au gouvernement. Cri d'orfraie de Guesde en disant trahison, compromission, un socialiste qui va siéger avec un général qui a été un massacreur de la commune, comment l'admettre, etc. Et Jaurès qui dit non, quoi qu'il arrive, il faut avoir l'objectif de l'innocence de Dreyfus. Guesde, le grand antisémite, il faut toujours le rappeler, la tradition antisémite d'une certaine gauche. Alors, oui, bien sûr. L'antisémitisme dont on parle encore aujourd'hui, était présent bien sûr dans la classe ouvrière. Et même Jaurès a eu des textes au début de l'affaire Dreyfus qui étaient de laisser penser que finalement les Juifs pouvaient ne pas être des citoyens dignes de confiance. C'est ensuite qu'il fait sa rectification et qu'il est impeccable. Mais l'antisémitisme était effectivement présent. Lequel Guesde, au moment où arrive la guerre de 14, lui qui avait combattu le ministérialisme, eh bien se retrouve dans un gouvernement d'union sacrée avec un historien de la Révolution française très réactionnaire. Mais voilà, donc celui qui tenait bon est mort, assassiné. Celui qui voulait être le plus radical se retrouve dans un gouvernement, peut-être à juste raison, peut-être que Jaurès aussi aurait été dans l'union sacrée. François-Olivier Gisbert, vous avez évoqué la question de l'antisémitisme à gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui fait son retour à travers une gauche qui refuse de qualifier le Hamas de terroriste, qui refuse de participer à une marche contre l'antisémitisme? Et est-ce que la gauche réformiste, héritière des Dreyfusards, se trahit pas quelque part à faire alliance avec cette gauche radicale? Je crois que c'est une évidence, il y a un retour de l'antisémitisme en France. Et l'antisémitisme ne revient pas par la droite ou par l'extrême droite, il revient par l'extrême gauche. Il y a une tradition de l'extrême gauche, on le disait tout à l'heure à propos de Guesde, et on pourrait donner de nombreux exemples, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire de la gauche, de l'extrême gauche, d'une extrême gauche extrêmement antisémite qui explique en fait tous les problèmes du monde par la mafia juive, la domination financière, comme l'a dit récemment un ancien Premier ministre. Et ça, c'est une réalité qu'il faut, regarder dans les yeux. Et j'ai le sentiment que la gauche réformiste, qu'incarne François Hollande, essaye d'éviter ce sujet. Mais c'est un vrai sujet, puisque moi, je n'ai pas peur de le dire. Et d'ailleurs, c'est une politique électorale, parce qu'ils font ça par électoralisme. Mais il y a un certain nombre de députés LFI sortants qui ont obtenu des gros scores électoraux dans leur circonscription, qui sont, on voit très bien, qui ont été remerciés pour leurs propos anti-sionistes, soi-disant, mais en fait implicitement antisémites. Et ils ont été remerciés par leurs électeurs puisqu'ils ont obtenu des gros scores. Et ça montre qu'il y a un public électoralement, c'est une bonne affaire dans ce que Jean-Luc Mélenchon appelle les quartiers populaires.
Et je pense que c'est un des vrais sujets, c'est pas le seul sujet. Mais de toute façon, la gauche réformiste, le problème de la gauche réformiste, c'est que de toute façon, aujourd'hui, c'est l'appendice de la coalition LFI escrologiste. Puisque, quand même, les escrologistes, je pense que les socialistes, les sociodémocrates ne pourront jamais compter sur eux, puisqu'ils restent toujours dans leur univers, avec Médine, avec toutes ces choses-là, quoi. C'est tout à fait... Ils sont dans un univers de fantaisie, et bon, il faut voir comment ils gèrent leur ville, d'ailleurs. Donc, le problème, c'est ça. C'est-à-dire, c'est très difficile... Le projet de François Hollande, tel qu'on le comprend, bien entendu, on voit bien qu'il est rentré là, il est rentré, disons, dans la gauche, un peu comme un trotskiste, c'est-à-dire il refait à Mélenchon le coup que Mélenchon leur a fait, c'est-à-dire, c'est de l'entrisme. Il rentre avec l'idée, évidemment, de faire... parce que quand on lit le défi de gouverner, on comprend bien quelles sont ses intentions, d'essayer de recréer un pôle social-démocrate. Mais ce pôle social-démocrate, il doit se recréer avec des alliés, et c'est très compliqué, avec des alliés dont une frange est ouvertement antisémite, parce que c'est payant électoralement. Alors, François Hollande, est-ce que vous faites de l'entrisme? Est-ce qu'il y a deux gauches irréconciliables, pour reprendre une formule de votre ancien Premier ministre? Et je vous repose la question que j'ai posée à François-Olivier Gisbert. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à de s'être allié avec une gauche en partie antisémite pour faire barrage au Rassemblement national? Bon, d'abord, je l'ai évoqué dans le livre tout au long de l'histoire, il y a deux gauches, une gauche plus radicale, une gauche souvent plus liée à des événements internationaux que la gauche réformiste, et ça a longtemps été le Parti communiste. Et lorsque François Mitterrand fait l'alliance avec le Parti communiste en 1972, avec le programme commun, beaucoup disent, mais qu'est-ce que va faire François Mitterrand dans cette histoire? Se souvenir que le Parti communiste, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, avec 11% des électeurs. C'était 22% des électeurs, un syndicat qui lui était très proche, des milliers d'adhérents, et l'Union soviétique qui lui apportait son soutien et réciproquement. On en sait davantage. Bon, donc, l'alliance de François Mitterrand était un pari extrêmement risqué. Et néanmoins, il fait ce choix, peut-être est-ce aussi ce que François-Olivier appelle l'entrisme, il fait ce choix parce que c'est la seule façon que le Parti socialiste peut trouver pour devenir la première force au sein de la gauche. Et quand il y a une rupture du programme commun, rupture avec le Parti communiste, loin de disqualifier le Parti socialiste et François Mitterrand, ça l'installe encore davantage comme la première force à gauche. Et parce que le Parti socialiste est devenu la première force à gauche, qu'il gagne en 1986, c'était le Parti communiste, ça n'avait aucune chance de victoire. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. La France insoumise n'est pas un parti aussi considérable, mais en revanche, il a commis, à mon avis, une grave faute, parce que le Parti communiste, même s'il était lié à l'Union soviétique, même s'il était sur des positions internationales qui n'étaient pas celles du Parti socialiste, même s'il était anti-européen, alors que le Parti socialiste était farouchement européen, le Parti communiste, quand il intervenait dans les quartiers populaires, le faisait sur la question sociale et pas sur la question identitaire. Et ne faisait jamais référence à la religion ou référence à une situation internationale qui appelait des choix de civilisation. Là, je pense que ce qui a été l'attitude électorale de la France insoumise ces derniers mois ou ces dernières années, c'est d'intervenir dans les quartiers populaires. Ça, ce n'est pas répréhensible. Les quartiers populaires ont besoin d'une représentation, mais en faisant... Les quartiers populaires, on oublie toujours dire avec forte immigration. En faisant de la Palestine et donc du rapport à Israël, la question centrale et plus la question sociale. Alors, quelles sont mes intentions? Oui, les intentions, c'est de reconstituer une grande force, une grande famille socialiste ou social-démocrate. L'union, elle est nécessaire dans une élection législative. S'il n'y a pas d'union dans une élection législative, ça a toujours été le cas avec le mode de scrutin majoritaire à deux tours, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, puis après avec d'autres forces, il n'y a pas de possibilité de représentation à l'Assemblée nationale. Mais quelle est la prochaine échéance? La prochaine échéance électorale, ce n'est pas une élection législative. Moi, je ne suis pas favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à une situation de chaos. La prochaine élection, c'est l'élection présidentielle. Et là, de
de ce point de vue, bien le candidat ou la candidate socialiste ou social-démocrate sera libre de poser son projet, libre de ses alliances, libre de convaincre les Français de lui donner une majorité. Le problème aujourd'hui, c'est que la tripolarisation fait que ça devient très difficile, et pour la gauche et pour la droite, d'avoir une majorité. Oui, parce que la gauche est quand même tombée très bas aujourd'hui. Si on Comme la droite, comme la droite, mais si on regarde les résultats du premier tour, c'est... 35% maximum. Non, 30% aux élections législatives et 33% aux européennes. 27,99 au premier tour des élections. François Hollande, après on va continuer à parler d'histoire parce que c'est le thème de votre livre et que vous êtes là pour ça. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que vous dites tactiquement, il n'y a pas d'autre choix que de s'unir. Que faites-vous de la morale là-dedans? Puisque vous avez la gauche, notamment le Parti socialiste, a fait la morale pendant des années à la droite et continue d'ailleurs de le faire en disant qu'il y a un cordon sanitaire qu'il ne faut pas franchir avec l'extrême droite parce qu'elle était antisémite. Alors est-ce que vous considérez qu'il y a un antisémite contextuel, comme certains l'ont dit à gauche, et un antisémitisme ontologique à droite? Non, je pense que l'antisémitisme est un élément... qui n'a cessé d'être dans l'histoire de la France et qui ressurgit et qui prend des formes différentes selon les situations. Il y a toujours un antisémitisme d'extrême droite qu'on ne veuille pas lui donner le blanc-seing, mais il y a un antisémitisme qui a toujours existé aussi à gauche, on l'a évoqué, avec une confusion qui n'était pas avec Israël autrefois, mais avec le pouvoir financier. C'était cette confusion des puissants, de ceux qui dominent, etc. Qu'on peut trouver même aux États-Unis, aujourd'hui, paradoxalement. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que sur le plan de la morale... des valeurs. Et des valeurs. Et c'est pour ça que je me suis réengagé. S'il n'y avait pas eu la dissolution, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu le nouveau Front populaire. Il y a eu cette alliance ou cette coalition électorale, tout simplement parce que si elle ne se faisait pas, j'aurais préféré qu'elle se fasse de manière encore plus équilibrée, mais si elle ne se faisait pas, il y avait sans doute une victoire possible de l'extrême droite. Bon, donc c'est le choix. Ensuite, je pense que ce qui doit être marqué, c'est pas simplement de vouloir se déterminer par rapport à LFI, les choses ont été dites, c'est de se déterminer par rapport à l'état du pays. Pourquoi il se trouve que des citoyens de confession musulmane, peut-être, issus de l'immigration, sûrement, votent LFI? C'est parce qu'on on va pas suffisamment les convaincre de l'utilité d'un vote pour eux. C'est un vote pour eux qu'il faut essayer de déterminer. Et pourquoi il y a 30 à 35% de nos concitoyens qui votent pour un parti, alors qu'on ne dira pas d'extrême droite, enfin, qui est d'extrême droite, et lequel parti d'extrême droite a le gouvernement Barnier dans ses mains. Le jour, là, dans les débats parlementaires qui se font, si le Rassemblement national vote la censure, c'en est terminé. S'il ne la vote pas, le gouvernement Barnier continue. Est-ce que c'est moral ou est-ce que ce n'est pas moral ? François Hollande, vous évoquez évidemment la question du Front populaire dans votre livre. Quel est le rapport, je dirais, entre le Front populaire et le nouveau Front populaire? Est-ce que ça s'inscrit malgré tout dans un héritage historique? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le nouveau Léon Blum? Non, Léon Blum... Jean-Luc Mélenchon est plutôt le nouveau Thorez, si je puis dire, mais un Thorez qui serait avec des petits moyens quand même. Thorez, c'était important en 1936. Et un Thorez qui ne veut pas participer au gouvernement pour mieux soutenir le Front populaire et Léon Blum, dans un premier temps, parce que c'est la stratégie de Moscou. Donc, à ce moment-là, si on veut faire l'analogie entre le Front populaire et le nouveau Front populaire, c'est qu'il y a une situation intérieure avec une poussée d'extrême droite en 1934-36 qui précède donc l'avènement du Front populaire, et aujourd'hui, on pourrait dire avec l'extrême droite. D'où le bloc que doit constituer la gauche, malgré toutes ces disputes et tous ces conflits. Il faut rappeler ce que disait le Parti communiste de la SFIO, qu'il fallait plumer comme une volaille, et ce que Thorez pouvait dire de Blum, y compris avec des accents qui frisaient l'antisémitisme. Mais là, ils font bloc, donc de ce point de vue-là, il y a une analogie, mais la différence, elle est majeure, c'est que le Front populaire, il a une majorité de députés à l'Assemblée nationale.
à la Chambre des députés de l'époque. Donc Blum n'a pas d'autre choix que de gouverner. Je ne suis pas sûr qu'il voulait gouverner, mais il n'a pas d'autre possibilité de gouverner. Et parce que le Parti communiste veut favoriser l'avènement du Front populaire, il accepte de ne pas participer. Alors, si on fait maintenant la comparaison, Jean-Luc Mélenchon a tout fait pour que le nouveau Front populaire ne soit pas majoritaire, c'est pour ça que je lui avais demandé de se taire. Ensuite, le soir du scrutin, il dit, voilà, tout le programme, rien que le programme, donc c'était terminé. Et ensuite, il dit, peut-être qu'on ne viendra pas dans un gouvernement, mais c'est trop tard. Donc, en réalité, la grande différence, c'est que le Front populaire, il y avait un mouvement populaire, ce qui a d'ailleurs parmi les conquêtes sociales, ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui. Et la deuxième différence, c'est que l'aile la plus radicale, à ce moment-là, voulait gouverner, enfin, voulait laisser un gouvernement exercer le pouvoir. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, le sujet majeur, c'est que l'union est indispensable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est difficile. Quand on fait 35% à peine du corps électoral, vaut mieux l'union. Mais la division est au cœur toujours de l'exercice du pouvoir. François-Olivier Gisbert, au-delà du Parti socialiste, du Front populaire et du nouveau Front populaire, qu'est-ce que vous pensez de l'analogie avec les années 30 qu'on fait souvent? On dit qu'on est face à une nouvelle menace fasciste. Est-ce que, à votre avis, on peut comparer les deux époques, et socialement et politiquement? Je crois qu'on peut le faire, oui. Oui, parce que c'est le bousculement des valeurs, l'inversion des valeurs. Menace fasciste, ça dépend évidemment de quel côté on est, parce qu'elle ne vient pas forcément de là où l'on croit. Je pense que, et puis du point de vue international, on voit qu'on est dans une espèce de bouillonnement. Donc l'heure est extrêmement grave. Et là-dessus, c'est vrai que l'union entre les sociodémocrates et les écologistes et le LFI est quand même quelque chose de très compliqué, parce que vous avez une union, elle est fondée sur un programme, et le programme du NFP n'est absolument pas approprié à la situation aujourd'hui. L'heure est très grave, je veux dire, il faut réparer le pays qui a été cassé en grande partie par la politique d'Emmanuel Macron et de ses nombreux prédécesseurs, d'ailleurs. Non, non, pas assez nombreux. Pas de ses prédécesseurs. Sauf un, oui, c'est ça. Il faut le préciser. Le Figaro mettra une note en bas de page. Sauf un. Mais donc, il y a eu quand même aujourd'hui une sorte de descente aux enfers. Et je vois, quand je vois la gauche en Allemagne, social-démocrate, Olaf Scholz, bon, on essaie de gérer. Quand je vois la gauche en Grande-Bretagne, Starmer, c'est juste incroyable. Alors lui, il dit, il arrive après un conservateur qui, trouve-t-il, avait très mal géré le pays, et lui, justement, il va faire de la rigueur, de l'austérité. Parce que c'est avec la rigueur qu'on a de la croissance. C'est une imbécilité d'avoir fait croire aux Français pendant des années qu'il faut dépenser plus pour avoir de la croissance. C'est une idiotie qui a coûté très cher à la gauche en 1980, parce que c'était son programme, la relance par la consommation populaire. Un an et demi après, l'économie française était par terre. Et là, ça recommence. C'est toujours la même idée. D'où, évidemment, ce programme du NFP avec 100 milliards au moins de dépenses annuelles supplémentaires. Et c'est pas grave, on va faire payer les riches. Et de toute façon, on sait très bien que ça ne marche pas. Puisque la très belle histoire, d'ailleurs, qui n'a pas été retenue. J'aimerais d'ailleurs le point de vue de François Hollande là-dessus, parce que c'est un cas d'histoire. François Hollande, c'est un des seuls responsables politiques qui a fait HEC. Donc il connaît l'entreprise un peu. À cause de ses études. Il n'a pas fait l'ENA, lui. Il a fait HEC. Oui, je sais, mais enfin bon. Mais je me flagelle tous les jours. Oui, mais il a fait HEC, ce qui est très rare. Hein. Je connais très peu d'hommes politiques qui ont fait HEC. Et là, il connaît un peu l'entreprise. Et il sait très bien que c'est... Enfin, comment dire, le gros problème de la France, vous savez très bien, si on en est là aussi, c'est parce qu'on a des dépenses publiques monumentale à 56,6% par rapport au PIB, par rapport à la richesse nationale, que pour payer tout ça, avec évidemment, pour voir la situation des hôpitaux aujourd'hui, alors nous sommes le pays qui dépense le plus pour les hôpitaux, je voudrais savoir où va l'argent, et il y a des tarés qui vont sur les antennes régulièrement, des grands politiques, parfois d'anciens ministres, qui disent qu'il faut dépenser plus sur la santé, mais on dépense déjà plus, on dépense plus que tout le monde. Donc il y a un problème de gestion, il y a un problème d'organisation, et ça, c'est des choses que la gauche ne veut pas voir, c'est-à-dire elle est toujours dans l'idée de il faut dépenser plus, on aura de la croissance. Et ben là, Emmanuel Macron, qui n'est pas de gauche, enfin apparemment, lui, il a fait la démonstration qu'effectivement, en dépensant plus, en s'endettant toujours plus,
en ne réglant pas les problèmes fondamentaux qui sont le problème des retraites, par exemple, parce que si on est endetté, c'est aussi à cause des retraites, parce que le déficit de retraite, c'est l'État qui les paye. C'est quand même la moitié de l'endettement français, la moitié des 1000 milliards que Macron a emprunté sur les marchés depuis qu'il est président. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour que la gauche puisse arriver au pouvoir, effectivement, il faut que la social-démocratie, ou disons une gauche raisonnable de gouvernement, arrive au pouvoir. Et pour ça, évidemment, il faut qu'elle rompe avec ses projets, il faut dire les choses, moi je veux dire carrément, débiles, quoi. C'est le programme. Pour moi, c'est un programme débile. Le programme du nouveau Front populaire est débile. Moi, j'en riais parce que François Hollande, il ne peut pas dire le contraire. Comme il connaît l'entreprise, il sait que l'un des drames de la France, l'explication fondamentale de la désindustrialisation et des nombreuses délocalisations qu'il y a eu, c'est parce que les entreprises françaises sont surtaxées par rapport aux autres. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, François Hollande? On va faire une question de politique, d'actualité. Je vais d'abord revenir dans le monde et ce qui est aussi devant nous, parce que les questions de dette, de déficit ne sont pas simplement des questions d'actualité, ce sont des questions qui vont nous suivre pendant des années. Nous sommes sûrement dans un moment, on le dit toujours historique, mais si Trump est élu aux États-Unis, vous allez voir ce que va être l'économie mondiale, chahutée par des droits de douane, par du protectionnisme, par une prise de distance entre les États-Unis et l'Europe sur la question de la défense. Et nous avons aussi en Europe une montée, on va dire, des souverainistes, pour parler large, qui entrave le développement de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a plusieurs gouvernements qui sont, non pas pour sortir de l'Union européenne, mais pour arrêter la construction européenne, ce qui est d'autant plus grave dans le contexte que nous avons d'un relâchement du lien transatlantique et d'une poussée de la Russie. La Russie de Poutine, que j'ai vue en face et que j'ai essayé, et au moins dans un premier temps réussi à endiguer, elle avance. Géorgie, Moldavie, Arménie. Bon, il faut voir ce qu'est la poussée de la Russie et aussi la puissance de la Chine, y compris technologique. Alors, voilà, les enjeux ne sont pas simplement de savoir si on fait telle ou telle technique budgétaire pour redresser les comptes. Là, on est devant... fondamental quand même. Je vais y venir. La France, ça ne va pas bien. Je vais y venir. Et donc, là, on est devant le fait que les partis politiques, et notamment en France, doivent regarder ce que doit être leur choix fondamental en matière internationale et européen. Ensuite, il se trouve que, ce serait bon signe d'ailleurs, que la gauche arrive au pouvoir, historiquement, quand il y a une crise économique et que la droite a échoué. 81, on est l'exemple. François Mitterrand n'aurait jamais gagné l'élection présidentielle s'il n'y avait pas eu deux crises énergétiques et une montée du chômage qui ont condamné Giscard d'Estaing. Lionel Jospin gagne les élections législatives de 1997 parce que Jacques Chirac ne peut plus... après le plan Juppé raté, ne peut plus amener la France vers la zone euro et donc vers l'introduction de la monnaie unique. Et moi-même, je gagne en 2012 parce qu'il y a une crise financière qui a quand même considérablement affaibli les gouvernements de Nicolas Sarkozy. Alors ensuite, oui, il y a une situation d'endettement et de déficit. Il se trouve, ça ne m'a pas été forcément mis à mon crédit, mais il se trouve que dans la période 2012-2017, le déficit budgétaire passe de 5,2% à moins de 3%. Bah oui. Il se trouve que sur la question de la compétitivité, je fais des choix qui m'ont valu des frondeurs au sein de mon parti, mais de ce qu'on a appelé la politique de l'offre, c'est moi, la gauche social-démocrate, qui la menons. Et ce qui d'ailleurs nous permet ensuite d'avoir une baisse du chômage qui s'est très bien la politique de l'offre. Pourquoi avoir dit qu'il fallait arrêter ça d'ailleurs? Je pense qu'elle était nécessaire pendant un temps. Elle est coûteuse, la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est comme la politique de la demande. Il faut des moyens budgétaires. Aujourd'hui, la première condition, c'est le rétablissement de nos comptes.
Parce que 6,2% de déficit public, c'est de l'endettement. Le nouveau Front populaire voulait rétablir par des hausses d'impôts massives. C'est ce que vous... tout en continuant à dépenser. Est-ce que vous y croyez? Mais pour l'instant, il ne gouverne pas, le nouveau Front populaire. Vous en faites partie, quand même. Il peut faire des amendements, et il peut faire des amendements, mais ça ne suffit pas. Donc, ce qui est clair, c'est que le gouvernement de Michel Barnier va faire des hausses d'impôts. Sa régulation budgétaire, c'est une régulation par l'impôt. Les dépenses sociales dont François Olivier trouve qu'elles sont excessives, elles vont encore progresser. La dépense budgétaire, elle va encore augmenter. Donc la régulation, d'ailleurs modeste, du déficit public, va venir par des hausses d'impôts. Toute la question, puisque vous avez posé l'interrogation suivante, est-ce qu'il y aura des hausses d'impôts? Je vous réponds oui. Par le gouvernement Barnier, et sans doute par d'autres gouvernements qui lui succéderont. La seule question, c'est à quel moment, et sur quel choix fait-on des hausses, ou en tout cas des prélèvements supplémentaires? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler la dépense? Et là, je suis assez d'accord avec France, paradoxalement, enfin pas forcément paradoxalement, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, mettre des dépenses supplémentaires ne règle pas mécaniquement le problème. Bah oui. Parce que, ça ne veut pas dire qu'il faut réduire drastiquement, ce serait absurde, mais il y a une organisation qui n'est plus adapté. Aujourd'hui, trouver un médecin dans un département comme la Corrèze, ça devient très difficile. Vous pouvez augmenter la dépense sociale. Si vous ne trouvez pas de médecin, si dans votre hôpital, il n'y a pas les services essentiels, c'est-à-dire le personnel... Oui, mais c'est une politique honteuse quand même qui a consisté à taper sur les médecins pendant des décennies et d'ailleurs à leur prendre même le pouvoir dans les hôpitaux, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense ce sont des administratifs qui gèrent les hôpitaux et qui donc embauchent d'autres fonctionnaires. Et comme disait très justement Georges Clemenceau, qu'il faut régulièrement citer là-dessus, la France est un pays extrêmement fertile, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Oui. Clemenceau est assez peu présent dans... Clemenceau, il a commencé... Bizarrement. Non, mais c'est pas vrai, parce que Clemenceau est un grand républicain. Ouais. Mais enfin, il a commencé à gauche, il a fini Il a fini à droite pour vous, Clemenceau. On peut pas être pour l'ordre, l'autorité... Non, c'est pas parce qu'il était pour l'ordre et l'autorité, c'est qu'il était viscéralement anti-Jaurès. Les plus belles... trouver les plus belles passes d'armes parlementaires. Franchement, c'est le niveau, puisqu'on parlait du niveau. Le niveau est supérieur. Et donc, un jour, Clemenceau interpelle Jaurès, il dit finalement, j'ai tout compris, vous voulez transformer les actionnaires en obligataires. Réfléchissez à cette phrase, parce qu'elle est très, très juste, puisque Jaurès disait, on va socialiser les moyens de production, et donc c'est l'État qui va être propriétaire, et pour que l'État se finance, il va falloir qu'il emprunte. Et donc, il y a cette logique-là. Aujourd'hui, nous sommes devenus une France d'obligataires. C'est les obligataires qui permettent le financement de l'État. Mais on ne va pas revenir sur cette confrontation. On ne va pas refaire toute l'histoire. Vous parlez aussi de Pierre Mendès France dans votre livre, de l'après-guerre, mais peut-être un mot malgré tout sur François Mitterrand, puisque c'est la première expérience de la gauche sous la Ve République. Qu'est-ce que vous en retenez? Et finalement, est-ce que l'expérience socialiste et la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle n'avait pas commencé avec le tournant de la rigueur en 83, et qui n'est pas seulement un tournant de la rigueur, qui est aussi un tournant européen d'ailleurs? Oui, d'abord... François Mitterrand, il voulait le pouvoir. Ça, c'est une grande question au sein de la gauche. Veut-on ou ne veut-on pas le pouvoir? Veut-on rester à l'extérieur, regarder le spectacle, le déclin, la dérive, le désordre, et ne pas y prendre sa part? Ou au contraire, est-ce qu'il faut aller au pouvoir? Pour Mitterrand, il n'y a pas de question. Il veut le pouvoir. Pour aller au pouvoir, il lui faut un parti. Ça sera le Parti socialiste. Il lui faut une stratégie. Ça sera l'union avec le Parti communiste. Il faut une incarnation. Là, il l'a trouvée. Ce serait la sienne. Donc, grâce à François Mitterrand, il y a le pouvoir. Ensuite, il hérite d'un programme qui n'est pas forcément le sien, qui est le programme commun. Et là aussi, il y a des réformes tout à fait majeures qui sont engagées par François Mitterrand et qui ont fait avancer le pays. Mais après, il est confronté à la réalité.
2 ans, même 1 an après, il est confronté à la réalité. Un homme que apprécie beaucoup François-Olivier Gisbert, un vrai social-démocrate, Pierre Mauroy, lui dit très tôt, écoutez, Président, il va falloir... Le premier jour, hein, d'ailleurs. Oui. Dès 80, il dit, mais ça ne peut pas marcher, c'est idiot. Non, mais il va le faire. Oui, mais il dit, c'est idiot. Il va le faire. Donc, il fait des grandes réformes. Et en 1982, il lui dit, il faut faire la pause, Jacques Delors ayant déjà utilisé ce mot. La pause, c'est le mot qui a été utilisé pendant le Front populaire au bout de quelques mois. Et là, rendons quand même hommage à François Mitterrand. Il évalue la situation. Si on continue, on va aller dans une spirale d'endettement qui va nous couper du monde. Si on veut être encore européen, et il voulait être européen, et d'ailleurs tout le reste de ses 2 mandats politiques seront tournés vers l'Europe, il dit, bon, il faut à ce moment-là accepter la rigueur économique, accepter la compétitivité, accepter le réformisme, et c'est ce qui se produit. C'est pour ça que, d'ailleurs, toute la gauche radicale pointe la social-démocratie ou le socialisme français comme coupable à cause de 1983. Et moi, je considère que c'est 1983 qui donne ces titres de républicanisme et d'européen à François Mitterrand. Qui surtout sauve la gauche. Parce que oui, je pense que sauve la gauche et la France. Très mal terminé. Et la France. On allait vers un effondrement économique et financier. Oui, mais avec des dévaluations. Oui, mais il y avait déjà eu plusieurs dévaluations. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la monnaie unique, l'euro, nous aurions des dévaluations. Et c'est pour ça que je dis, comme c'est la droite qui déséquilibre les comptes publics, il y a quelque chance que la gauche arrive maintenant prochainement au pouvoir. François Mitterrand, vous l'avez bien connu. Est-ce qu'il y a quelque chose de François Mitterrand en François Hollande, François-Olivier Gisbert ? Oui, il veut le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, et je crois que c'est la marque des sociodémocrates, c'est-à-dire ils veulent le pouvoir. Cela étant, contrairement à ce que pouvait peut-être laisser entendre François Hollande, je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il veut le pouvoir, je pense qu'il a les moyens parce qu'il a une vraie stratégie. Il a une stratégie que les médias souvent ne comprennent pas et ils annoncent sa mort politique. Et c'est vrai qu'il a essayé de construire quelque chose de très puissant, de très cynique électoralement, en affirmant le vote, immigrationniste, ou voilà, c'est ça sa marque de fabrique. Et ce qui lui fait quand même un petit stock de peut-être 7, 8, 9, 10%. Et comme il a un vrai charisme, il est toujours capable, et il le fait à chaque élection, d'aller chercher ensuite à droite, ou ailleurs, au centre. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui se préparent à le rejoindre, je pense à Dominique de Villepin à un moment donné, pour justement faire une grande coalition. Et je pense que c'est son objectif pour la prochaine présidentielle. Et là, à ce moment-là, il peut monter à 15 et peut-être espérer les 20 et qui lui permettraient d'être au second tour. C'est ça son objectif. Je pense qu'il veut aussi... Bon, c'est son dernier tour et c'est pas sûr que ça marche. Mais il y a... je pense donc que François Hollande n'est pas le seul à gauche aujourd'hui qui veut le pouvoir. Simplement, évidemment, si la France donnait le pouvoir à Mélenchon, je pense que la France aurait beaucoup à perdre. Mélenchon veut le pouvoir, mais il veut le pouvoir sur la gauche. Il ne veut pas le pouvoir pour la France ou sur la France. Il sait parfaitement qu'il ne peut pas gagner une élection présidentielle, même face à Marine Le Pen. Ce qu'il veut, c'est arriver au second tour de l'élection présidentielle pour créer, il l'a lui-même expliqué, pour créer un affrontement qui serait finalement eux et nous. C'est ça sa stratégie. Eux, l'extrême droite, les puissants, nous, le peuple. Bon. Donc, oui, ce qui est faux d'ailleurs, techniquement, puisque aujourd'hui le peuple, c'est aussi... Sociologiquement, oui. Mais bien sûr que c'est faux. Donc, il n'y a aucune perspective de victoire possible en France pour Jean-Luc Mélenchon et LFI. Aucune. Ce qu'il peut, en revanche, c'est empêcher la gauche réformiste de pouvoir prétendre au pouvoir. C'est-à-dire que, ce qui explique, et c'est très juste, François-Olivier Gisbert, c'est qu'il a un socle. Ce socle, c'est les 10% qu'il a pu, avec Manon Aubry, avoir aux élections européennes. Oui, il a 10%. Ouais. Ensuite, il espère qu'avec ces 10%, face à une gauche éparpillée, surtout s'il n'y a pas une personnalité en face, ça fasse un peu plus, comme ça a fait un peu plus la dernière fois, par le vote utile. Mais ça, c'est terminé. Si la gauche socialiste, la gauche social-démocrate, a reconstitué sa force,
a une personnalité qui peut la conduire vers la victoire, l'électorat, y compris de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat des quartiers populaires, ira vers la victoire. Parce que vous avez parlé de gauche irréconciliable. C'est vrai qu'au sommet, il y a des difficultés quand même. Mais à la base, les gens veulent gagner. Ils veulent gagner. Ils veulent l'alternance. Et c'est pour ça que je pense que la stratégie de Mélenchon, qui a sa clarté, ne peut pas produire une victoire. En revanche, que dès lors que la gauche réformiste sera dans une position élevée, le vote utile ira vers le candidat de la gauche réformiste. Est-ce que ça sera suffisant ? Parce que la vraie question, c'est que est-ce qu'on peut gagner une élection présidentielle quand on fait 35% au départ ? C'est un problème pour tous les candidats de droite, d'extrême droite et de gauche. La question, c'est comment vous faites pour convaincre les 15% qui n'ont pas voté pour vous et qui vont vous donner une éventuelle majorité, de venir vers vous. Et ça, il n'y a que la gauche réformiste qui peut y arriver, ou la droite modérée, pour assurer à la partie de l'électorat qui ne veut pas forcément de ce vote au premier tour, qu'il est nécessaire de le faire au second tour. Mais l'extrême droite est également dans cette préoccupation. Toute la stratégie de banalisation, exactement, de Madame Le Pen, va dans le sens d'aller convaincre un électorat qui ne lui est pas acquis que finalement elle est le meilleur barrage, y compris à la gauche radicale. C'est intéressant parce que l'électorat principal aujourd'hui de Marine Le Pen, effectivement, elle a besoin d'élargir son électorat modéré, mais son électorat principal, c'est l'électorat populaire. On avait un peu commencé la conversation avec ça. La gauche a perdu le peuple. Est-ce que c'est pas aussi votre échec, François Hollande ? Comme je vous l'ai dit, historiquement, la gauche réformiste n'a jamais eu un rapport automatique, mécanique avec le prolétariat. Le Parti communiste ayant capté cet électorat. Et ensuite, dans la période récente, il y a eu une forme d'oubli que le peuple, ou les classes populaires, les travailleurs, voulaient être reconnus au-delà même de la question de la redistribution, voulaient être reconnus en tant que tels, voulaient être des acteurs de leur propre vie. Et en plus, étaient confrontés à des situations de dégradation de leurs conditions, aussi bien au travail que dans la ville, l'insécurité, une présence migratoire qui quelquefois les inquiète. Donc là, c'est ça cet effort que la gauche a à faire. Ne rien oublier de ses valeurs, garder ses principes de liberté, mais être capable de convaincre qu'elle est plus efficace. Moi-même, quand j'ai fait face à l'enjeu terroriste, j'aurais pu dire, bon voilà, on ne va pas modifier les lois. On a modifié les lois. On a fait en sorte de lutter contre le terrorisme. Et enfin, il faut que la gauche, pour ça que je parlais de la nation, montre qu'elle est capable d'unir l'ensemble des composantes de notre société. Un des problèmes majeurs, c'est ce qu'a expliqué beaucoup, c'est la fragmentation. L'archipel et la segmentation. Pardonnez-moi, justement, je voulais vous poser une question sur cette fameuse segmentation. On reproche beaucoup aujourd'hui, François-Olivier Gisbert l'a dit, la stratégie clientéliste, disons-le comme ça, de Jean-Luc Mélenchon, notamment à l'égard des banlieues et même des banlieues radicalisées. On se souvient beaucoup des débats qu'il y avait eu autour de la fameuse note Terra Nova, qui était une note qui expliquait que le PS, justement, devait abandonner les classes populaires pour se tourner vers les minorités, les femmes, etc. Est-ce que, finalement, le père politique de la segmentation électorale, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est François Hollande? Ça vous a permis aussi de gagner? Non. C'est en 2012, la note Terra Nova. Oui. Non, c'était avant 2012. Un peu avant 2012, oui. Pour la campagne. L'auteur de cette note, qui était un ami, hélas, n'est plus de ce monde, c'était une thèse, américaine. Oui, mais c'était Strauss-Kahn, c'était pas moi. Jospin aussi. Enfin, bon, c'était pas moi. Mais c'était une grande partie du Parti socialiste. Oui, mais Martine Aubry. Enfin, c'est en tout cas pas la thèse que je développais. Je pense que nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous ne sommes pas une addition de minorités. Ce qui fait la gauche républicaine, justement, les socialistes, c'est qu'elle doit faire que tous les combats qui peuvent être tout à fait louables sur le plan des droits des personnes ou des droits des collectifs, des catégories qui se sont, d'une certaine façon, unis dans une forme de communauté, c'est de donner un sens, c'est de ne pas additionner les revendications. Le problème qu'a sans doute Kamala Harris, aujourd'hui, dans la confrontation avec Trump, c'est que Trump, avec tous ses délires, parle des États-Unis, et elle, parce qu'elle représente le Parti démocrate,
parle à toutes les catégories. Et les catégories, ça ne s'additionne pas. Donc il faut être capable de donner un sens collectif. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe électoralement, vous avez un vote, disons, Nouveau Front Populaire dans les métropoles, avec très peu d'extrême droite, et vous avez dans l'ensemble, qu'on appelle le monde rural, non, dans l'ensemble de la province, de la France, ouais. eh ben, là, vous n'avez pas forcément de présence migratoire, pas forcément de situation d'insécurité, mais, enfin, il y en a, hein, mais vous avez un niveau d'extrême droite, et vous avez très peu de représentants, notamment de LFI, ça n'existe pas. Comme si les catégories électorales avaient trouvé leur parti. Mais ça, c'est complètement contraire à tout ce que je pense. Un grand parti doit être présent sur tout le territoire. François-Olivier Gisbert, vous vouliez répondre, réagir ? Oui, parce que j'étais tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François Hollande, et je voudrais prolonger. C'est-à-dire la grande faillite de la gauche, depuis, disons, une vingtaine d'années, c'est effectivement d'avoir laissé se répandre ce courant communautariste à partir de cette note de Terra Nova de 2011 qui incarne bien, enfin disons, ça symbolise tout à fait la pensée d'une grande partie de la gauche et de la droite et du centre. Parce que Macron est dans la même stratégie. Nous sommes aujourd'hui en voie d'américanisation rapide, vers une société qui devient de plus en plus communautariste, où effectivement les responsables de gauche sont très souvent comme des Kamala Harris. On verra ce que ça va donner dans les urnes, mais en s'adressant, comme d'ailleurs la plupart des responsables démocrates, sauf peut-être Biden à une époque, mais de faire, de segmenter l'électorat et de parler à des électorats différents, ce qui rend le discours inaudible. Et je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui en France d'un discours patriote. Je pense qu'on a besoin de patriotisme. Et c'est pas vrai que l'Union européenne a détruit les nations. Moi, je crois que l'Europe, ça restera toujours l'Europe des nations, parce qu'il y aura toujours des Italiens, il y aura toujours des Français, il y aura toujours des Allemands. Et je pense qu'on attend, et c'est peut-être la gauche qui pourra le faire un jour, mais il y a déjà une partie de la droite qui a commencé, on le voit à travers des discours, par exemple, de Wauquiez ou de Retailleau, mais à tenir un discours patriote. Je pense que c'est l'avenir, et je pense que d'ailleurs la gauche est capable de le faire, parce qu'elle a à son sein des personnes qui croient que, comme disait Ernest Renan, il faut toujours relire ça, cette extraordinaire conférence à la Sorbonne de 1882, où il explique qu'est-ce que c'est qu'une nation, hein, qu'est-ce qu'une nation, elle a une âme, c'est un principe spirituel. Et puis surtout, c'est pas seulement une langue ou un groupe ethnique, ou c'est pas seulement, d'ailleurs, il veut pas résumer la nation à une langue ou à un principe ou à un groupe ethnique. Il dit que c'est surtout la volonté, un plébiscite de chaque jour, et surtout la volonté de faire ensemble. D'abord, le souvenir d'avoir fait des choses ensemble, et la volonté de vouloir en faire encore ensemble. Et c'est ça aujourd'hui le problème de la France, parce que la France aujourd'hui, elle va très mal. Elle ne croit plus en elle. Et je crois que c'est ça, c'est le sujet dont doivent s'emparer. On va laisser répondre François Hollande. Est-ce que l'avenir de la gauche, c'est le patriotisme ? L'histoire de la gauche, c'est le patriotisme. Jaurès, Charles Péguy, au moment même de l'affaire Dreyfus, mais Jaurès développe l'idée de la nation. Blum est tout à fait conscient que la France a un message particulier, Mitterrand lui aussi. Mais ce que je veux dire de plus important, c'est que, regardez, on a eu une dissolution, un désenchantement après les élections législatives. En un mot, et lorsque les Jeux Olympiques se sont produits, avec tout ce que il y avait ce doute, cette appréhension, regardez la fierté qui a été celle de tout le peuple français, de province comme de Paris, d'avoir réussi les Jeux Olympiques. Merci François Hollande. La France n'est pas finie. La France n'est pas finie, ce sera le mot de la fin. Merci François-Olivier Gisbert, merci François Hollande à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.